Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Bah ça va super et toi? Cool. Déjà présentez-vous. C'est moi qui ai le micro à côté, donc Stanislas, réalisateur, illustrateur. Ok. Et toi? Salut, moi c'est Rodgen, motion designer, VFX artiste. VFX artiste? Ouais. C'est quoi VFX artiste? VFX c'est pour visual effects, Ok. donc effets spéciaux numériques. Ah, trop bien ça. Ouais. Ok. Et du coup, depuis quand vous faites ça? Moi depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus d'une dizaine d'années. Ok. Euh, Bah écoute, moi c'est pareil, à peu près depuis, je sais pas, 2008, 2009, ou quelque chose comme ça. Ok. Et alors déjà, est-ce que vous avez fait des écoles pour faire ce que vous faites là? Excellente question. Alors on a fait tous les deux la même fac de cinéma, à Marne-la-Vallée, d'ICAS. Ouais, donc moi à la base je viens d'un diplôme d'art appliqué au lycée, et après je suis allé en fac de cinéma où j'ai rejoint ce jeune homme-là. Ok. On a fait un cursus qui s'appelle, il me semble, lettres, arts et communication. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc c'était entre autres un deep dive sur le cinéma. Ok. Du coup, ça veut dire que à l'origine, vous avez pensé directement à faire du cinéma. Vous n'avez pas pensé à faire un autre métier qui soit créatif ou aussi créatif que ça? Pour ma part en tout cas, dès que j'ai fini le lycée, parce que le processus d'orientation en France, à l'époque c'était en 2005, il n'était pas hyper clair, je sais pas trop comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque effectivement, dès que j'ai vu une opportunité de plonger dans le cinéma, j'ai foncé dans le tas. Ouais. Ok. Moi, alors c'est différent. C'est-à-dire que moi, à la base, je venais de l'illustration et j'ai toujours voulu faire deux choses. C'est-à-dire, soit je voulais écrire des scénarios, soit je voulais faire du comics et de la bande dessinée, dessiner et faire ça, quoi. Donc, je pense que si j'avais fait un autre métier ou si j'avais fait autre chose, j'aurais fait du dessin et de la bande dessinée. Mais ouais, après, je me suis orienté vers la réalisation dès que j'ai commencé à en faire, quoi. Ok. Mais du coup, il y a un monde entre l'illustration et la réalisation. Comment on passe de l'illustration à la réalisation? Comment est-ce qu'on passe de l'illustration à la réalisation? Bah, à la base, je pense je pense de deux manières. C'est-à-dire que je pense à la fois en histoire et en visuel. Donc, la réalisation permet ça. Ça permet de penser des histoires visuellement, quoi. Et l'illustration, bah, c'est ouais, mon premier moyen de communication. Et c'est surtout la bande dessinée, surtout le comics, quoi. Et le comics, c'est pensé comme la majorité sont pensés comme du film d'action dessiné, quoi. Donc, même si ça a son propre langage en soi, moi, c'était surtout ça qui m'intéressait. Mais du Pour le coup, coup. on peut en parler parce qu'il y a pas longtemps, j'ai reçu un mangaka ici, Ok. Paris. Et je lui disais que ce qui, moi, m'impressionne chez les dessinateurs, surtout les mangaka, et aussi un peu les dessinateurs de comics, mais surtout les mangaka, c'était que ils devaient maîtriser les dialogues, le dessin, les dialogues, le scénario, Mhm. et du coup, l'histoire, créer l'histoire. Est-ce que c'est pas ça, toi, qui t'a permis de te libérer mentalement pour aller vers la réalisation? Le fait que déjà à l'origine, dans l'illustration ou dans les comics, ce que tu appréciais à la base, tu dois déjà un peu maîtriser toute la réalisation et tous les métiers qui tournent autour de créer l'histoire. En fait, l'une des différences principales entre le manga et le comics, c'est que, comme tu disais, c'est centré sur une seule personne, le manga. C'est-à-dire que le scénariste est dessinateur, il est aussi encreur et il fait ça. Alors que dans le comics, tu as une division, c'est-à-dire que tu as le scénariste qui n'est pas forcément le dessinateur, qui n'est pas forcément l'encreur et qui n'est pas le coloriste. Donc il y a ça, mais moi en fait, la chose, oui, comme tu disais, la chose qui m'intéressait, c'est que certains comics avaient un niveau d'écriture qui approchait ou même qui était bien mieux, je pense, que ce qu'on avait en cinéma et ce qu'on a même en série, ce qu'on trouve très bien. Certains comics avaient ce niveau d'écriture là. Et moi, ce que j'ai toujours aussi, ce que je trouve intéressant dans le comics, c'est que c'est mon imagination sans limite, quoi. C'est-à-dire que dans le cinéma, tu dois penser à ton budget, tu dois penser à tes acteurs, tu dois penser à ça.
dans ton mix, dans le comics, dans la bande dessinée, t'as que toi et ton dessin, quoi. Donc, t'as que toi, et t'es peut-être limité par les formats de page et encore. Mais c'est ça que moi je trouvais intéressant. Et ensuite, ce qui permet de passer à la réalisation, et ben justement, c'est à la fois c'est un autre format, tu vois, et c'est l'ajout de ces contraintes-là qui rendent ça plus intéressant. C'est-à-dire que l'ajout, à partir du moment où tu rajoutes d'autres humains, ça devient, tu vois, c'est plus ton cerveau à toi, donc ça se transforme. T'as une espèce de, t'as une magie auquel t'as pas pensé, et c'est ça qui est bien dans la réalisation, à la différence de la bande dessinée, etc. Ok, j'ai d'autres questions, mais on y reviendra après. Pas de souci. Et toi, Rod, alors, tu vois, ça, c'est les métiers. La question que je me pose, c'est... Parce qu'en fait, dans le cinéma, il y a énormément de métiers, tu vois. Et ce que les gens voient, principalement, c'est les comédiens, les réalisateurs. De plus en plus, on s'intéresse aux scénaristes, mais tous les métiers à côté, on n'y pense pas. Et en vrai, c'est dans le cinéma, mais c'est aussi vrai dans le théâtre pour moi et dans plein d'autres domaines, tu vois. Et du coup, il y a des métiers, moi, je me dis toujours, comment, sachant que la lumière, elle est mise sur ces métiers-là, qui sont les métiers principaux, réalisation, scénariste et comédien, comment on se dit, ben moi, je vais être à côté de tout ça, et je vais faire un autre métier, qui est autant aussi important, mais qui est plus dévoyé, tu vois. Du coup, comment on se dit, ben, je vais commencer à faire des effets visuels et réaliser les effets spéciaux, pardon. Euh, pour ma part, ça a été surtout par nécessité. Parce que moi, je suis très débrouillard. Je suis très débrouillard. Et quand on était à la fac, je me rappelle que moi, très tôt, j'ai commencé à réaliser mes propres petits films. Alors, c'était souvent des films d'action un peu rigolos, mais très vite, moi, je voulais pratiquer. Je supportais pas, en fait, l'idée d'être à la fac et de ne pas pouvoir m'exercer plus que ça, parce qu'il y avait très peu de pratique, finalement, c'était énormément de théorie d'histoire du cinéma, d'analyse de films, etc. Et moi, je voulais faire des films. Je voulais pas juste être là et à discuter cinéma, je voulais faire du cinéma. Et du coup, bah, par nécessité, il fallait que je trouve un moyen de le faire. Et pour le faire, il faut que tu apprennes à faire ton film tout seul. Donc très tôt, j'ai commencé à utiliser les logiciels pour faire du montage déjà. Et quand tu fais du montage, tu te dis, ah c'est cool, je peux mettre un plan après l'autre. Mais après, si je veux rajouter un petit effet ou autre, comment je fais? Ah bah tu découvres qu'il y a un logiciel qui permet de faire ça, et ainsi de suite. Ça s'est construit comme ça en fait. C'est la nécessité de raconter une histoire qui fait qu'à un moment donné, bah, moi je plonge dans la partie purement technique. J'apprends à utiliser une caméra, etc. et tout. Et à un moment donné, bah, quand les autres veulent faire des films, ils se tournent vers la personne qui sait utiliser la partie technique. Ouais. Et très naturellement, du coup, tu deviens un peu le cadreur, le monteur, le mec des effets spéciaux, et ainsi de suite. Quand tous tes potes veulent faire leurs films, bah, du coup, tu viens derrière pour les aider à faire leurs effets spéciaux, et tu fais tes films aussi, mais tu te rends compte qu'il y a matière à se faire de l'argent en faisant ça, plus tu progresses. Et donc ça s'est fait au fil des années, sur le très long terme, mais au départ, c'était ça, c'était la nécessité de faire mes propres films, parce que j'avais personne pour le faire à ma place, et donc il fallait que j'apprenne à faire un film de A à Z. Donc il fallait l'écrire, il fallait le tourner, il fallait faire le montage, Ok, le son, alors, etc. alors la deuxième question, c'est pourquoi prendre ce choix-là? Parce que du coup, tu aurais pu être monteur, tu aurais pu être scénariste, tu aurais pu être cadreur, tu vois. Pourquoi t'être intéressé aux effets spéciaux, tu vois? Qu'est-ce que ça disait pour toi? Ça élargissait le champ des possibles pour moi, qui n'avait pas d'argent et qui a toujours été un passionné de fantastique, de science-fiction, etc. Le fait de faire des effets spéciaux, c'était la possibilité de faire quelque chose de super différent. Ouais. C'est-à-dire que je voulais que quand je fais un film, je voulais que le moment où mon film sort, tu te dises ah ouais, comment il a fait ça? À l'époque, c'était ça. Quand t'es jeune, tu viens d'arriver à la fac, t'as envie de faire un truc qui soit visuellement impressionnant. Et donc, du coup, j'ai plongé pour ça au départ. Ok. Et du coup, pour vous deux, comment vos familles, elles prennent, même très tôt dans votre cas, que vous vouliez faire du cinéma? Pour moi, ça a été étrange. Je crois que le mot, c'est étrange. Mon père n'a pas forcément compris. Il m'a dit, mais en fait, il se rend pas compte des débouchés que ça peut avoir. Il sait pas comment tu fais pour faire des films. C'est un univers qui est opaque. Et quand on parlait tout à l'heure des différents métiers qu'il y a autour, il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est un réalisateur. Ils voient un film, ils voient un acteur, ils disent c'est un film de Tom Cruise. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui disent Ouais. ah, le nouveau film de Keanu Reeves, le nouveau film de Tom Cruise, de DiCaprio, etc. Donc même la partie réelle, ils se rendent pas forcément compte. Donc quand tu leur dis je veux faire du cinéma, pour eux c'est impossible déjà parce que c'est à Hollywood. Et ça c'est une première chose. Et la deuxième c'est quoi le cursus? Est-ce que t'as pas un vrai métier que tu pourrais faire, etc. et tout. Donc arrêter, sortir du bac et dire je vais faire une fac de cinéma, pour eux c'est un chemin sans issue en fait. Pour eux en tout cas. Alors, moi, mes parents, c'est très marrant parce que
d'ailleurs je les remercie toujours là-dessus, c'est que très tôt, c'est pas qu'ils ont... Ils ont compris dès que j'ai fait de l'art appliqué, quoi. C'est-à-dire que dès qu'à 15 ans, je leur ai presque dit, ou je leur ai signifié que moi, ce que je voulais faire, c'était du dessin. Je dessinais avant constamment. J'avais des notes assez respectables pour que ça soit pas trop gênant dans ma vie, mais je dessinais toujours, tout le temps. Ce qui fait que quand je leur ai dit que je veux faire de l'art appliqué, ils ont dit ok, d'accord. Enfin, c'est pas qu'ils ont dit ok, d'accord, c'est ils m'ont laissé faire, quoi. Et au moment où, pour eux, à partir du moment où je leur ai donné assez de, comment dire, assez de... Enfin, quand je leur ai donné assez de raisons pour lesquelles je vais pouvoir me débrouiller en faisant ça, et que je leur ai dit c'est simple, soit c'est ça, soit c'est rien d'autre, en fait, pour moi j'imaginais rien d'autre, ils m'ont dit, bah écoute, ok, en fait. Et je crois que j'ai aussi peut-être assez été malin pour tourner ça de manière pas scientifique, mais de dire c'est un bac plus 5 en cinéma, tu vois, ça veut tout et rien dire, ça reste pour eux, ça reste un bac plus 5, quoi. Ouais, Tu vois, c'est ouais. pour eux, Je vais à l'école, je vais tu loin vois, en c'est plus. ça. Si j'avais dit j'étais, je sais pas moi, ingénieur en cirque, ils m'auraient dit ah t'es ingénieur, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Tu vois, Je c'est vois. pour eux en fait, tant qu'il y a ce mot-là, tant que t'es un bac plus 5, mon père d'ailleurs il dit que je fais de la cinématographie, je dis mais cinématographie c'est un mot qui veut tout et rien dire, tu vois. Ouais. Cinématographie américain c'est directeur de la photo, tu vois. Mais c'est comme si j'avais dit océanographie, tu vois. Ça fait scientifique sans lettres, tu vois. Donc, Ouais. conseil aux gens, si vous voulez que les parents vous acceptent, dites que vous faites, tu vois, que vous êtes, vous avez un master en En quelque peinture, chose. tu vois. Ah ok, ça reste un master, quoi. Tu vois, donc c'est là-dessus que j'ai réussi à détourner la chose. Ok. Je vous ai invité, vous deux, parce que vous travaillez beaucoup en binôme. Parce que, du coup, ce que moi je savais pas, c'est que vous connaissez depuis la fac. Est-ce que votre connexion elle s'est faite immédiatement ou est-ce que c'était juste, ah bah toi tu maîtrises un domaine, moi j'en maîtrise d'autres, est-ce qu'on ne mettrait pas nos forces ensemble pour faire ce truc-là? Et du coup on va beaucoup travailler ensemble. Ou est-ce que c'est juste l'amitié qui vous a réunis? C'est les deux en fait. Ouais, C'est un peu des deux. On s'est rencontrés en deuxième année de fac, en deuxième année de licence. Et, euh, et dès le moment où on a commencé à se parler, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'affinités, mais aussi qu'on avait la même culture. Et donc bah, forcément, ça s'est accroché. Et du coup, dès le moment où on a voulu faire des films, très naturellement, on s'est dit, ah, toi tu sais faire ça, toi t'écris bien, toi tu sais monter, toi tu sais filmer, etc. Et tout machin. Donc l'instinct de survie et la nécessité de créer a fait on a échangé un peu sur ce qu'on savait faire et que tout de suite on s'est mis en action, quoi. Donc c'est un peu les deux, c'est les affinités, l'amitié, et d'un côté, et de l'autre, bah, la volonté de créer à tout prix et de trouver une manière de s'organiser, quoi. ouais, c'est ça, c'est que, bah, en fait, en fac de cinéma, euh, t'as un mélange de choses. C'est-à-dire que tu dois avoir des gens qui sont à la fois comme nous fans de cinéma populaire mais intelligent, ou moins intelligent des fois, tu vois, mais toujours populaire, c'est-à-dire cinéma d'action, cinéma de, tu vois. Et en fac de cinéma, on te propose toujours un cursus qui est réduit à, tu vois, un certain type de cinéma français, la nouvelle vague d'une époque, tu vois, on te propose ça qui est un cinéma que j'apprécie en soi, quoi, mais qui est pas, tu vois, qui est pas mon cinéma préféré. Et ce qui fait que nous, dès qu'on a vu, ah bah tiens, ça te fait kiffer, bah écoute, moi aussi ça me fait kiffer, viens, tu vois, viens, et puis on a aussi, comment dire, à la fois on évolue en même temps aussi, je trouve que c'est ça qui était, tu vois, c'est que il n'arrivait pas encore à voir que je faisais de la merde parce qu'il faisait de la merde, tu vois. Donc, au bout d'un moment, on a vu, on fait ah ouais, en fait, on est de mieux en mieux, tu vois. Ouais. Vous êtes vu évoluer en fait. C'est ça, on s'est vu évoluer et genre maintenant, tu vois, quand je vois certains petits clips, je suis putain, c'est lui qui fait ça, tu vois. Et c'est ça qui, tu vois, je pense que c'est ça qui a été, qui a aussi été Alors, très important. je reçois jamais les gens en binôme, à part quand vraiment il y a un vrai travail de corrélation entre les deux. Et là, la question que je me pose, souvent je demande aux gens quelles sont leurs inspirations. Là, j'ai cette question-là pour vous, mais un peu plus tard. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le fait de travailler en binôme dans deux domaines dans le cinéma qui soient différents, ça inspire l'un et l'autre? Ou est-ce que c'est juste un travail de collaboration avec des idées qui sont déjà bien préétablies? Ou est-ce que ça crée de l'émulation de travailler de maîtriser deux domaines dans le cinéma et de travailler ensemble? Ouais, ouais. Bah, en tout cas, pour ma part, moi à la base, je suis toujours très souvent à l'origine des projets. Enfin, quand je dis à l'origine, c'est-à-dire que en fait, en bossant ensemble, on arrive à voir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses des autres. Moi, je sais que mes forces sont très souvent, je peux avoir plein d'idées
très différente et très loufoque, visuellement, surtout narrativement. Et quand je propose ça à Rodgen me dit ça c'est cool, ça c'est moins cool, ça c'est, tu vois. Et lui, je pense que à l'inverse, ou moi en tout cas de la manière dont je reçois, c'est il est bien, enfin, il a nettement moins de limites visuelles que moi j'ai. Ce qui fait que quand je vois ce qu'il fait, je me dis putain, mais en fait je peux faire ça, ça peut faire ça, ça peut amener ça. Et par exemple, lui il fait du motion design. Moi, je viens de commencer le motion design, tu vois, parce que je vois de quoi il est capable. Je dis, mais en fait, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est notre manière de communiquer, notre manière de créer. Donc, ça crée une énorme émulsion, quoi. C'est constamment, on se rebalance des idées. Je lui propose des trucs, il m'en propose d'autres. Et puis, enfin, c'est pas qu'il faut me suivre, mais quand tu racontes un scénario à quelqu'un, surtout avec le type d'idée, et puis, comme je lui disais, je mets nettement moins de limites d'idées scénaristiques. Il n'y a que lui qui peut me suivre, qui me dit ah tu vois là c'est cool, tu vois. La majorité des gens disent je sais pas où est-ce que tu vas avec ton idée, tu vois. Donc il y a cette espèce d'émulsion et de miroir qui est cool, quoi, je trouve. Je vois ça légèrement différemment de lui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on se connaît depuis très longtemps du coup, et en fait lui il fait de la réal et moi je fais du VFX aujourd'hui. Mais en réalité, lui, il a commencé à faire du VFX récemment et moi, je veux faire de la réal. Ok. Parce qu'au départ, je voulais faire de la réal. J'ai toujours voulu faire de la réal. Mon objectif à long terme, c'est de faire de la réal aussi. Et l'idée, c'est que dès le départ, on n'a pas été codépendants, mais on a énormément échangé. C'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup tout le temps. On peut parler 3 heures au téléphone, ou quand on se voit, etc. Et tout. Donc on peut avoir des très longues conversations. Ce qui fait que, artistiquement parlant, je pense le comprendre mieux que n'importe qui. Et l'inverse est vrai aussi. Donc du coup, ça va au-delà de moi j'ai des compétences, il en a d'autres. C'est vraiment que nous, tous les deux en tant qu'individus, on échange énormément, ce qui fait qu'on s'apporte mutuellement en termes de créativité, en termes d'idées et aussi en termes de champ des possibles. Moi j'aime bien écrire, mais il a passé beaucoup plus de temps à écrire que moi. Et à l'inverse, il aime bien tout ce qui est visuel, mais je suis beaucoup plus technique que lui. Donc ça veut dire qu'au fond, au-delà de la partie purement pratique, il y a la partie humaine. C'est qu'on est deux personnes qui s'accordent très bien et qui se comprennent très bien au niveau artistique. Donc du coup, on n'arrête pas d'échanger et de s'apprendre mutuellement des choses et de s'ouvrir mutuellement le champ des possibles au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Mais du coup, j'ai une question un peu tatillonne. Mm. Tu viens de me dire que, et tu as dit précédemment, Stan, que toi, tu apprenais le motion design, la VFX. Toi, tu me dis que tu aimerais réaliser. Du coup, tu apprends aussi à écrire pour pouvoir réaliser tes propres projets et tout. Mm-hmm. Est-ce que quand vous allez apprendre à maîtriser ces domaines-là, vous n'allez pas vous séparer parce que ça y est, le champ des possibles est ouvert à fond parce qu'on peut tout faire. Et du coup, je peux réaliser et faire mes effets visuels comme je veux et vice-versa, je peux faire mes effets visuels comme je veux et réaliser aussi. Et du coup, là, ça reste mon ami, mais j'ai plus besoin de travailler avec lui. Je dirais que non, parce que notre relation n'est pas basée sur un intérêt mutuel. C'est le fait qu'on soit des potes avant d'être des créatifs qui travaillent ensemble, ça veut aussi dire que ça me dérangerait pas de co-réaliser un film avec Stanislas, par exemple. C'est pas quelque chose que je vois comme pas possible. Pour moi, ce serait probable qu'un jour on fasse un film tous les deux, par exemple. Donc ce serait plutôt l'inverse. C'est le jour où il saura faire ce que je sais et que je saurai faire ce qu'il fait, on sera encore plus fort pour travailler ensemble. Okay. Ce sera encore mieux, en fait, d'une certaine manière. C'est qu'on aura tous les deux la capacité de se soutenir sur tous les terrains. Alors qu'actuellement, on est pour le coup vraiment codépendant. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un monteur ou de VFX, il m'appelle, et moi j'ai besoin d'aide pour écrire un scénario, je vais lui faire lire. Il va me dire, bah tiens, regarde là, ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas. Tu vois, donc le jour où moi je saurais tout faire tout seul et qu'il saura tout faire tout seul, on pourra toujours échanger et s'apporter énormément d'un point de vue purement créatif, et aussi parce qu'on est des potes et qu'on sera toujours ensemble de toutes les manières, quoi. Moi, dès que je sais faire, je bloque. C'est fini, tu vois, je fais tout seul. je prends ces contrats, j'arrête. Non, mais c'est... En fait, c'est vraiment ça. C'est déjà au-delà de... Comment dire ? Il n'y a pas qu'un... Comment dire ? Ce n'est pas qu'un amas de compétences pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je ne suis... Et tu vois, en tant que ça, je ne suis pas qu'un amas de compétences. Donc, il y a des choses que... Déjà, d'être réalisateur et c'est des métiers où, même toi, peut-être en écrivant, c'est des métiers, je vais pas dire qu'on est seul, mais on n'a pas de, tu vois, t'as pas de gens de bureau, t'as pas. Donc, à partir du moment où tu arrives à trouver des gens qui te comprennent, tu vois,
qui savent par quoi tu passes. Et tu vois, même on parlait du montage, tu vois, tu vois, ça, tu vas en chier, mais il faut que tu faut que tu t'adaptes de ça. À partir du moment où tu as ce truc-là, je vais pas dire que tu le chéris, mais tu dis, ok, tu vois, je, c'est quelqu'un qui me comprend, quoi. C'est quelqu'un avec une vision différente qui me comprend. Et aussi, comment dire, à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais aussi, voilà, t'as ce... Si on a le même niveau de compétence et le même niveau ouais, niveau d'idée, mais moi je trouve ça encore mieux parce que, comme je dis, tout ce dont j'ai besoin, c'est tu vois, de quelqu'un qui me réponde et qui me dise, tu vois, ce que tu proposes c'est cool, mais est-ce que tu peux encore proposer ça qui peut être encore mieux? Et tu dis, ah putain, mais moi je peux te proposer ça, ce qui fait que ça. Ouais, qu'on co-réalise un film un jour, mais je pense que ça arrivera sûrement un moment. Et surtout que d'être réalisateur, c'est seul, quoi. Tu passes ta journée à prendre des décisions, tu vois, ou à répondre à des décisions auxquelles t'as pas envie de répondre. Donc s'il y a quelqu'un qui veut le faire, tu dis, ah, vas-y, va demander à lui, là. Donc, Je vois. Là j'ai des questions qui me viennent qui sont plus personnelles. Je vais commencer par toi, Stan. En fait, c'est bizarre. Je pense que les gens, dans leur idée du cinéma et des films, ils ont, bon, un peu moins depuis peu de temps, parce que ça commence à se débloquer, mais longtemps, ils ont eu l'image de Spielberg, c'est-à-dire le mec qui écrit et réalise le film. Quand tu gravites un peu dans le milieu, que tu es un peu dans les milieux artistiques, tu sais que c'est pas vrai. Qu'en vrai, il y a beaucoup de métiers. Mais on va s'arrêter sur 2 métiers principalement, qui est le fait de scénariser, du coup d'écrire le film, et le fait de réaliser. Toi, tu sais que c'est 2 métiers à part. ouais. Est-ce que tout de suite, tu fais le choix, ou en tout cas, est-ce que pour toi, c'est important d'être un réalisateur scénariste, ou est-ce que tu pourrais être que réalisateur ou que scénariste? Bonne question. Je pense que en ce moment, c'est important pour moi d'être réalisateur et scénariste parce que je me suis posé la question très tôt. En fait, moi, j'ai commencé, comme je disais, en écrivant et en étant visuel. C'est-à-dire que ce que j'adore faire, c'est écrire des scénarios et faire des storyboards. J'adore faire ça. Mais Les storyboards, c'est le métier le pire du monde. moi, j'adore en faire quand c'est Ouais, je dis ça, attention. C'est le métier le pire du monde dans le sens où... Enfin, parce que, en fait, storyboarder. Tu peux expliquer ce Voilà. que c'est storyboarder? En fait, storyboarder, c'est simple. Un film, c'est très simple. Ça commence avec un scénario, donc tout le film à l'écrit. Ensuite, on a, de manière technique, on a un découpage technique. C'est-à-dire, découpage technique, c'est tous les plans, un par un, de tout ton film, où on dit, bah, la caméra sera là, la caméra sera là. Mais pour des moments plus intenses, où il y a plusieurs justement corps de métier comme les effets spéciaux, etc., qui sont mêlés, il faut un storyboard. Un storyboard, c'est le dessin de chacun des plans du film. C'est pour ça que je dis que c'est le métier le pire du monde, parce que c'est archi long. Et C'est archi long, mais des fois tu le fais pour des séquences d'action, etc., donc c'est plus court, et c'est plus, au moins t'as une immédiateté dans ton film. Tu arrives à voir très rapidement à quoi ça ressemble. Et puis, le temps que tu prends à faire ça, c'est du temps gagné sur le tournage. Donc moi, c'est pour ça que j'adore faire ça. C'est genre, même si on est meilleurs potes, il y a plein de moments où je lui dis contre-plongée, il va pas savoir ce que je dis, je lui montre le dessin, il va dire ok. ok. Comment dire. Donc moi, j'adorais faire des storyboards, et ce qui est génial, enfin, le problème, c'est que quand tu fais des storyboards, si tu dépends d'un autre réalisateur ou d'un autre scénariste, tu peux dire son scénario il est con, et son découpage est con, tu vois, donc moi j'aime pas. Mais quand c'est mon scénario, moi j'imagine ça comme ça, j'imagine ça comme ça, j'imagine ça comme ça, et ça vient de cette frustration là, entre guillemets, où je me disais mais je préfère être réalisateur en fait, parce que être réalisateur c'est être avec tous les corps de métier, t'es un peu comme le chef d'orchestre, donc quand t'es au scénario t'es à la base, mais quand t'es réalisateur t'es partout en fait, donc moi c'est ça, c'est là-dessus que je trouve que c'est bien. Après, je sais pas, je pense que je pourrais être scénariste, ça me frustrerait trop. Au bout d'un moment, j'aime pas comment est-ce qu'il place sa caméra, ça m'énerve. J'aime pas comment est-ce qu'il. Quelle décision est-ce qu'il donne, quelle décision de jeu il donne aux acteurs, etc. Donc, pareil, je préfère tout faire. Ok, et j'ai une autre question par rapport à la réalisation. Parce que souvent. Parce que moi, je me place en tant que scénariste. J'écris pas de scénario encore, mais je suis écrivain, du coup, je me place en tant que scénariste. Et c'est un peu. Le réalisateur, c'est l'équivalent du metteur en scène au théâtre. Moi, je suis le scénariste, l'auteur de la pièce, et il y a le metteur en scène, le réalisateur, qui va mettre en place et en spécialité mon œuvre. Le truc, c'est la proposition. Quid de la proposition de la réalisation? Donc, toi, tu as un scénario qui est là. Parfois très élaboré, très technique. Le mec l'a très bien découpé, il avait une idée un peu précise de ses plans, des lumières, intérieur, extérieur et tout, pour être très technique.
qu'est-ce que toi, tu peux apporter en tant que scénariste, si en tant que réalisateur, pardon, si t'es que réalisateur? Est-ce que tu as une vraie force de proposition ou tu suis le découpage technique et basta? Alors, déjà, quand tu es scénariste, tu viens avec le scénario, tu viens pas avec le découpage, Ok, etc. Donc, tu viens avec. Et que tu le veuilles ou non, un scénario, c'est un. C'est un long. Je dirais pas un long roman, c'est une histoire qui est plus. Elle est plus dépouillée que, tu vois, qu'écrite. C'est-à-dire que si tu dis, comment dire, je sais pas moi, Dixon réfléchit ou Dixon est pensif à ce moment-là, ça te dit pas si la caméra elle est là, si la caméra elle est là, si la caméra elle est là. Dans le scénario, il va pas te mettre contre-plongée parce que il y pense pas. ok. Tu vois, t'es pas encore au moment de penser à ça, quoi. Moi, on peut par exemple, tu vois, si nous on discute là, on peut dire bah écoute, toi tu peux imaginer, bah, c'est une discussion entre deux, ils discutent, comment dire, ils discutent de ça, et moi je peux dire bah écoute c'est simple, notre discussion commence en un seul plan sur le regard de Dixon, ça va aller vers le regard de Stanislas pensif, qui va aller vers le regard de Rodgen, et ça va par un plan de drone nous montrer toute la ville de Paris dans son ensemble pour montrer qu'en gros toute la ville fonctionne sans eux. Tu vois, c'est un scénariste, Il y il peut pense le pas. mettre dans son scénario, mais il n'y pensera pas forcément. Un réalisateur surtout, bah, je sais pas, prends Spielberg, tu regarde son traitement pardon, de la caméra, ou n'importe qui d'ailleurs, tu prends son traitement de la caméra, tu dis, ça un scénariste n'a pas pensé à ça parce qu'il pense. Spielberg pense visuellement et enfin je peux pas dire qu'il justifie sa place, mais sa place est là, quoi. Tu prends un scénario de Scorsese avec le film de Scorsese, la musique, les choses comme ça, c'est quelque chose qu'un scénariste n'y aurait pas pensé, tu vois. Euh, Tu as de très bons, comment dire, des scénaristes de génie. Tu peux prendre, je sais pas moi, Aaron Sorkin par exemple qui a fait Social Network, le film sur Facebook. Euh, Sans la rythmique de David Fincher, tu, tu sais que enfin, ça fonctionne pas, quoi. Donc prends, par exemple, regarde n'importe quel mec qui sont vraiment scénaristes et regarde leurs films. Des fois, certains ont été réalisateurs. Et tu regardes un film de juste un réalisateur, tu vois la différence. Ok. Tu vois. Mais du coup, est-ce que toi, tu pourrais être que réalisateur, vu que tu as l'amplitude de pouvoir quand même mettre ta créativité là-dedans, du fait que techniquement, c'est toi qui impose les plans, qui montre vraiment une image, tu vois. Et du coup, ne pas être à l'origine du film entièrement parce que tu scénarises pas, mais que dans la réalisation, tu as la place. Bah, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que, en gros, je suis scénariste d'histoires que j'aurais adoré voir. Ça dit tout, tu vois, ça dit tout, ça dit rien en même temps. C'est-à-dire que si je lis un scénario et que je me dis, ce scénario il est parfait, tu vois, c'est genre je vois visuellement, ça me fait ça par exemple, je sais pas moi, je vais lire certains romans, je vais dire, mais ce roman il est génial, tu vois. Euh, Tu vois, là il y a un truc visuel, tu vois. Si je lis un scénario, je me dis, là je dois rien toucher, ok, mais 99% du temps, je me dis, ah, tu vois, ça pourrait être. Même en lisant des scénarios, tu vois, célèbres, quoi. Genre, ah, tiens, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Donc, ouais, c'est. Je pense que je pourrais, mais après, je suis pas sûr que là, je vais le faire, quoi. Ok. Et pour toi, Rod, j'ai une question par rapport à la VFX. C'est. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que la VFX, c'est vraiment à la commande. Du coup, tu as un mec qui a réalisé, qui a scénarisé, réalisé, et il te dit, ok, moi, dans mon plan, je veux une explosion. Parce que, aussi, il faut dire que les gens entendent effets spéciaux, entendent des trucs archi compliqués, voient sûrement de la science-fiction, voient des trucs. Alors qu'en vrai, effets spéciaux, ça démarre peut-être même juste au fait de mettre des explosions dans l'écran, des trucs, des petits trucs. Surtout, il y a beaucoup de films aujourd'hui qui marchent avec la CGI, on dit en anglais, c'est les fonds verts, les fonds bleus. Et du coup, des fois, c'était pour incorporer, je sais pas, ça pourrait être pour incorporer un vert parce qu'il manque. Et du coup, c'est un effet spécial en vrai. Juste, on a oublié de le mettre quand on en a filmé, on peut pas refaire les plans, et ben bim, on appelle Rod, il met un verre. Je me trompe pas jusqu'à là. Non. Est-ce que créativement, tu te sens quand même épanoui alors qu'en fait, tu marches qu'à la commande et tu fais que la vision des autres? Hmm. C'est intéressant parce que l'image qu'on a d'un gars qui fait des effets spéciaux, c'est celle d'un exécutant. C'est quelqu'un qui va C'est ça. créer juste des effets. C'est pour ça que j'ai la question. Alors qu'en réalité, c'est hyper créatif comme mission. Tout dépend du projet. Par exemple, quand je vais bosser sur un clip, l'artiste, le réalisateur, il veut un effet spécifique, mais il ne sait pas forcément comment on peut le faire. Donc parfois, il y a même une partie un peu de consulting. C'est que je vais les conseiller, je vais leur dire, peut-être que ça, vous pourriez faire ça, vous pourriez essayer ça, on pourrait tenter ça. Donc très tôt, en réalité, même quand c'est une commande,
j'ai la capacité, moi, d'insuffler quelque chose qui est de mon imagination à moi. Parfois, ça, j'aurais pas le choix. Parfois, on me demande un truc, parce que on parle de VFX, mais comme tu l'as bien expliqué, parfois les VFX, c'est pas une explosion ou un vaisseau spatial. Parfois même, et je dirais même c'est plus souvent le cas, mon travail est bien fait quand on le voit pas du tout. Hmm. On a bossé sur un court-métrage avec Stanislas, la plupart des effets que j'ai fait sur le film, tu les verras même pas. Parce qu'en fait, le but, c'est que ce soit invisible. C'est de quel ordre, si on peut avoir un peu... Par exemple, il y a le plus gros, ce sera le plan de la fin, où il y a des cadavres au sol, et la caméra, elle monte vers le ciel. Ok, Donc on recule, on voit des cadavres, etc. Il y en a une vingtaine. ok, Sur le tournage, il y en avait 5. ok. Et quand tu regardes le film, il y en a plus d'une vingtaine. La majorité n'était pas là au moment du tournage. Je les ai rajoutés après. Mais ça, tu le verras pas. Tu vois juste qu'il y a des cadavres au sol. Donc ça, pour le coup, il y a pas de... j'ai pas forcément le temps ni l'opportunité de créer quoi que ce soit. Je dois juste, entre guillemets, trouver une manière de combler le fait qu'il n'y avait pas assez de cadavres au moment du tournage. Mais il y a plein d'autres moments où j'ai énormément de latitude pour proposer des choses, pour suggérer des idées, pour ajouter des effets. Parfois, ils vont me dire « Ah ouais, j'avoue, ton idée, elle est bien. Bah, vas-y, viens, on parle à l'artiste, on va lui demander ce qu'il en pense. » Et à la fin, bah, je m'éclate, quoi. Ok. Ça dépend du projet. Alors j'ai une autre question, c'est que toi, maintenant, t'aimerais passer à la réalisation et à Mhm. l'écriture. Est-ce que ça va être influencé par le fait que tu fais de la VFX? Je vais préciser ma question. Est-ce que tu devrais écrire un scénario qui soit presque nouvelle vague français, très normal, enfin normal c'est pas le bon mot, mais très simple, tu vois, où il n'y a pas besoin de VFX, tu vois, genre un truc, une histoire banale qui se passe dans une ville qui est déjà là, tout est là, pas besoin de rajouter quelque chose, pas d'explosion, pas de cadavre au sol, rien. Tu te vois pouvoir écrire ça ou réaliser ça, toi, ou pas du tout? Totalement. Je suis même déjà en train d'écrire un projet qui ressemble à ça. Pour deux raisons. La première, c'est que quand j'ai commencé à faire des effets spéciaux, c'est parce que je voulais faire des films. Donc en fait, ma volonté de faire des films était là avant ma volonté de faire des VFX. Donc je suis pas conditionné par ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que pour moi, que tu le veuilles ou pas, j'ai des buts, donc j'aurai pas des budgets faramineux. Donc à un moment donné, je compenserai cette absence de budget par mes compétences techniques. Donc la partie VFX sera plus un outil qui me permettra de faire le film que je veux avec ou sans vaisseaux spatiaux, plutôt que d'être quelque chose qui me limitera. Je suis en train d'écrire un court-métrage sur une enquête policière dans la campagne avec pas de vaisseau spatial, ni d'extraterrestres, ni quoi que ce soit. Donc si ça se réalise, et ça va se réaliser, bah t'auras pas l'impression qu'il y avait spécialement d'effets spéciaux dedans. C'est ce que j'allais te dire, en plus j'avais une question là, mais c'est une question qui est juste pour moi, mon intérêt, tu vois. Est-ce que ça pourrait être intéressant de réaliser un film, comme je te l'ai dit, hyper simple, mais entièrement en VFX, tu vois? C'est-à-dire on fait un film sur, je sais pas, sur moi qui sort dans la rue et qui va acheter des pommes à l'épicier, un court-métrage là-dessus, tu vois, de 20 minutes. Mais en vrai, on met tout en fond vert et tout le reste de la VFX. Pourtant, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'effets spéciaux, enfin, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas d'explosion. Juste, moi, je sors de chez moi, je vais... Est-ce que pour toi, ça a un intérêt de faire ce genre de projet? Ça pourrait avoir un intérêt parce que ça va peut-être demander une performance technique. Ça n'aura pas forcément un intérêt créatif parce que ce que l'expérience m'a appris, c'est que les effets spéciaux, ils sont plus intéressants quand ils sont là en support de ce qu'on a tourné, plutôt que quand ils sont partout. Je suis pas... ça, pour le coup, c'est personnel, Ouais. mais j'aime pas trop regarder un film et avoir l'impression que je vois des effets spéciaux. J'aime bien regarder un film et regarder un film. Pour Alors, moi, Alors, excuse-moi, je continue un peu là-dessus, tu vois, mais moi, j'ai une déformation professionnelle, c'est que... Mais en plus, comme j'aime les mots, elle est un peu dans ma vie en général. Mhm. Dès que j'entends des mots, que ce soit à la télé, dans des films, des téléfilms, des séries, parfois dans des débats, parfois dans des discussions avec mes potes, Mhm. je vois ça comme possiblement une histoire ou un bon mot qui est rédigé comme s'il avait été volontairement rédigé ainsi ou dit ainsi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je vois tout de manière créative, genre. Mhm. Des potes à moi, ils disent des phrases, je dis, ah ouais, le tempo qu'il a trouvé, comment il l'a dit là, ouah, c'est trop percutant. Est-ce que toi, t'as cette déformation-là et que... Parce que tu m'as répondu un peu, toi, Stan, sur le fait que quand tu regardes des scénarios et tout, tu te dis, ah, peut-être là, j'aurais pas fait ça, tu vois. Est-ce que toi, t'as cette déformation, c'est dès que tu regardes un film, tu te dis, ouais, mais là, je vois que cette bouteille d'eau, c'est une fausse. Je vois que ce truc-là, c'est un faux plan. tout le temps. C'est horrible, c'est horrible, mais en même temps c'est cool parce que tu te rends compte que ton œil, il a la capacité, t'as la capacité à l'éduquer. Et donc du coup, bah, tu finis par t'habituer à ça. Maintenant, ça me dérange plus. C'est-à-dire que ça me dérange plus de me dire ah ouais, là, il y a un problème sur ça, ou là, le fond vert, je le vois. Une fois, on avait vu un film qui s'appelait Immortel.
de Tarsem Singh, et à un moment donné, t'as les C'est dieux pas avec grecs, Henri Cavill? avec Henri Cavill, Ouais. voilà. Et à un moment donné, t'as les dieux grecs qui sont sur l'Olympe, et tu vois en fait les contours du fond vert. Mais En attends, plus, on l'a vu au cinéma, et tu c'était les vois genre- vraiment ou toi tu les vois? Tu sais pas, tu sais pas. Ouais. Ok. Je saurais pas te dire, j'ai Bon, mes en tout cas, yeux, toi, t'as capté. mais je l'ai vu tout de suite, et j'étais en mode... Vous avez pas bossé les mecs là. Là c'est compliqué, vous aviez je sais pas combien, mais... Mais ouais, pour répondre à ça aussi, je pense que ça le fait. Bah, dès que tu deviens, entre guillemets, professionnel dans ce que tu fais, ça te le fait tout le temps. Moi, je peux. C'est hyper désagréable de regarder un film avec moi, Ouais. chez moi. Tu vois, Mm. si on va le voir au cinéma, je me tairais. Mais Grave. si on le voit en vrai, si on le voit dans un salon, je dis, mais pourquoi. Ma question mon truc numéro un, c'est pourquoi est-ce qu'il a mis sa caméra là? Ça n'a aucun sens de la mettre là. Je l'aurais mis là, j'aurais mis ça ailleurs, j'aurais fait. Tu vois. Et c'est constamment ça, et c'est ce que je dis toujours. Je dis, pour moi, un film bien fait, ou en tout cas les meilleurs films pour moi, c'est ceux qui, malgré tous leurs défauts, je me sors, arrive à me, en fait, j'arrive à être dans l'histoire sans, tu vois, sans regarder, sans voir tous les défauts. Des films auront forcément des défauts, tu vois. La caméra elle sera jamais bonne, tu vois, les effets spéciaux peuvent être pas très bons, mais si je suis pris dans l'histoire et que je me dis, putain, mais je suis hyper investi. Et des fois, tu as des films qui sont pas les meilleurs techniquement, mais si je suis hyper investi dedans, ça te sort de ça, quoi. Tu vois, au moins, tu te dis c'est génial. Mais après, tu as des endroits où les effets spéciaux, tu dis c'est pas possible, tu vois, genre. Et que je vois que là, tu vois, t'es à côté de la 4, arrête de me faire croire que t'es dans Game of Thrones, tu vois. Hmm. Bah, tu vois, c'est drôle parce que là, je suis dans des réflexions et des discussions avec un ami pour réaliser une petite série, tu vois. Et on n'a pas beaucoup de moyens. Et je lui disais, l'important, c'est pas tant les moyens, c'est surtout les idées. Tu vois. Tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Je lui disais, faut qu'on trouve les bonnes idées, même de plans. Et si on a une caméra qui est pas top, avec une qualité qui est pas top, si on a les bonnes idées de plans, les bonnes idées scénaristiques, ça marchera quand même, mais ça proposera quand même quelque chose. Et après, les moyens viendront après, parce qu'ils se diront, ah, ces mecs ont eu des bonnes idées, ça peut marcher. Tu vois. Tu me diras si tu es d'accord. Et je voulais compléter ça par une question que je voulais te poser. C'était, et que je vous pose en vrai à vous deux aussi, mais en premier à toi, c'était quand on a cette culture du cinéma, parce qu'on a fait une école, et qu'en plus, je sais qu'on vous êtes des oies, on vous gaffe de culture cinématographique. Moi, vous me faites, franchement, honnêtement, les gens qui ont fait des écoles de cinéma, j'aime trop parler avec eux, parce que j'aime bien être taquin. De la nouvelle vague, des films en noir et blanc. Je dis toujours, en plus, je parlais avec une amie il y a pas longtemps, je dis toujours que, euh, par exemple, vous avez parlé des réalisateurs qui sont connus, vous serez toujours ceux qui ont vu les films que personne n'a vu de ces réalisateurs-là. Du coup, tout le monde connaît Scorsese, mais toi, t'as vu le seul Scorsese que personne n'a jamais vu. C'est ça les mecs d'école du cinéma, souvent, tu vois. Mais du coup, vous êtes gavés de culture cinématographique, vous êtes gavés de références, vous êtes gavés de propositions d'idées. Du coup, on va vous faire toutes les idées que Nolan a eues, toutes les idées que Scorsese a eues, toutes les idées que les gens ont eues dans les années 40. Bref, comment, d'une, on se détache de ça? Du coup, c'est deux questions en une. Comment on se détache de ça pour faire ses propres réalisations? Et de deux, comment on critique son travail quand on a un œil qui est aussi aiguisé que ça et qu'on voit tous les défauts qu'on peut faire? Alors la première question c'était est-ce qu'on peut faire ça avec très peu de moyens? Ouais. Je dis oui, il faut. En fait, le truc c'est que déjà il faut faire. Peu importe les moyens, fais. Tu vois, si ta seule caméra c'est la webcam de ton ordi, et ben tu feras un film qualité webcam d'ordi, c'est la vie. Mais voilà, on a vu des découpages, des idées, tu vois, et surtout que ça énerve. Quand t'as un mec qui a un excellent découpage, d'excellentes idées, un excellent format, parce que tu sais, des fois ils arrivent à faire une putain d'histoire TikTok, et il a fait ça qu'avec son téléphone, et toi t'es là avec ta grosse caméra, tu te dis, mais tu vois, déjà ça énerve, tu te dis, les gars est génial, alors qu'il pense en petit format, quoi. Donc déjà, oui, tu peux déjà très bien le faire, et au fur et à mesure, disons que ce truc d'argent viendra au fur et à mesure, quoi. Tu diras, écoute, quand tu te sentiras bloqué par ton système, tu rajouteras du budget ou tu mettras un peu plus de budget. Donc voilà, essaye de bien gérer l'image et d'avoir un son propre. Je pense que c'est l'un des trucs qui fait que beaucoup de gens tolèrent de regarder une vidéo. Et ensuite, pour répondre à ta question, le style vient avec En fait, tu te détaches de ce style-là avec l'habitude. C'est-à-dire que moi, j'ai fait par exemple mon mémoire sur Michael Mann. Ouais.
Qui est notamment celui qui a réalisé Hit. Il a réalisé Hit, Collateral, Miami Vice, etc. Tous ces films-là. Et je me rappelle que je tournais un documentaire. Après sur quelqu'un de la Fashion Week, tu vois, quelqu'un qui n'avait rien à voir. Et donc je tourne mes vidéos, et c'était surtout en plus plein de vidéos. C'était dans le vif du sujet, donc il y avait cette énergie-là. Et je vois je tourne ça et je fais mon montage, etc. Donc le documentaire est fait. Un an après, je regarde ça et je fais, c'est vachement influencé par Michael Mann, quoi, tu vois. Mais c'était inconsciemment, tu vois. Sachant que mon style aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Tu sais, mon style est bien plus découpé, bien plus. Donc je dis, c'était vachement à l'époque. Mais en tournant, plus tu tournes, c'est comme ton dessin en fait. Ton dessin, ou même ta manière d'écrire, je sais pas, une pièce de théâtre et autres, plus tu vas. Si tu lis un seul artiste, ou un seul scénariste, tu vas écrire comme lui. Si tu en lis plein, tu vas écrire comme celui qui va te venir souvent en tête. Mais au bout d'un moment, il y aura ton style qui va venir parce que t'es un style de tellement d'amalgame, enfin, de tellement de choses différentes qu'au bout d'un moment, tu vas dire ouais, je prends ça, mais je prends pas ça, mais je prends ça, mais je prends pas ça, mais je prends pas ça. Et au bout d'un moment, de tout ça, tu vas encore reprendre d'autres choses qui vont venir de ta vie à toi, qui vont créer ton style. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Au début, oui, tu peux être influencé par une seule personne, dire que tu fais que du Scorsese, mais ça se voit quand t'es étudiant, quoi. Et la deuxième question, c'était comment on est critique face à son travail quand on a un œil aussi aiguisé? Est-ce qu'on n'est pas trop dur avec soi? C'est ça qui me ferait peur. C'est que quand tu vois tous les défauts partout, dans tous les films, que tu as ingurgité tellement de références que tu sais ce qui peut être bien, pas bien, quand tu réalises toi, est-ce que tu vois pas que des défauts dans tes films? Ah non, mais les premières années, tu pues la merde. Tu vois ton travail, tu tournes un film, tu le montes. Déjà, plein de films, on a tous plein de cassettes chez nous qu'on n'a jamais montées parce qu'on n'aime pas. Tu vois, tu as des heures et des heures où tu dis, ou d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à tout le monde, tourne et monte ton premier film même si tu ne l'aimes pas parce que tu ne l'aimeras pas. Tu vois. Et tout ce que tu fais, d'année en année, tu fais du moins en moins pire. Ok. Tu vois. Et au bout d'un moment, moi maintenant, je regarde mes films et ça me faisait pareil pour mes dessins. Donc j'étais presque immunisé. Je me disais, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois, au bout d'un moment, tu dis, c'est cool, c'est moi qui ai fait ça. Mais ça devient deux objets différents, quoi. Et au début, ouais, c'est pourri, tu vois. Tu es là, tu fais, non, la caméra est là, le son il est pourri. Là, pourquoi est-ce qu'il y a une lumière qui vient là? Et après, ensuite, ça devient regardable, quoi. Et pour toi, Rod? Sur la partie d'être critique de son travail. Ouais, et après, si tu veux, sur la partie du fait d'avoir ingurgité tellement de références. Sur la partie d'être critique de son travail, je pense pas que ta culture et ton érudition sur un sujet ou un autre soit un frein à ta créativité. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que quand t'es artiste, tu le sens quand t'es arrivé au bout. Tu le sens quand tu as dit ce que tu voulais dire. Pour moi, l'honnêteté en tant qu'artiste, c'est le truc le plus important. En tout cas, l'un des trucs les plus importants, c'est d'être vrai par rapport à ce que tu veux dire et de t'assumer en tant que qui tu es. Donc moi, quand je suis sur la partie créative, je me dis pas « Ah ouais, mais là, c'est pas aussi bien que Scorsese ou c'est pas aussi bien qu'un tel » parce que du coup, je sais mon niveau actuel. Je fais ce que moi, j'avais envie de dire, ce que j'avais besoin de dire. Et pour moi, la réponse, elle vient de... En tout cas, pour moi, vraiment, la réponse, elle vient de là. C'est qu'est-ce que j'avais envie de dire au départ, pourquoi je l'ai fait. Et dès le moment où j'ai dit ce que je voulais dire, de la manière dont je voulais le dire, je considère que j'ai fait ce que j'avais à faire. Parfois, 2 semaines après, je revois, je dis que c'est catastrophique. Mais au moins, j'ai été honnête avec moi-même, donc je peux laisser vivre ça comme ça. Je l'ai fait pendant très longtemps, mais j'ai arrêté de m'accrocher à mes créations ou d'attendre de moi-même d'être la perfection tout de suite. Comme il dit Stan, au début, t'es nul. Tout le monde est nul au départ. C'est parce que tu continues. Et Stan, il a bien dit aussi, c'est que fais un film... Déjà, finis-le, sors-le, et tu verras que tu auras un point en moins. Une fois que tu l'as fait, tu as beaucoup moins ce truc de « Ah ouais, mais mon film, il ressemble pas à Michael Mann. Mon film, il est pas aussi bien qu'un tel. Mon film, il est pas ceci, cela. » Il faut se libérer de ça en faisant. Fais déjà. Sors un film, commence-le, finis-le, sois honnête avec toi-même, dis ce que tu voulais dire, balance-le et fais le suivant. Et très naturellement, au fil du temps, tu n'as plus cette question de « Ah ouais, mais là... » Bien sûr qu'il faut être critique dans son travail. Il faut avoir un regard critique, mais ça, c'est de l'exigence. C'est pas un truc qui t'empêche de finir ton travail, c'est juste de se dire, je veux être perfectionniste. Et une fois que j'ai dit ce que je voulais dire, de la manière dont je voulais le dire aujourd'hui, bah je le sors. Okay. Même si dans 2 semaines, je sais que je me dirais, ah ouais, mais non, mais tant pis, c'est comme ça. Okay. Sinon, c'est une prison pour l'esprit, en fait. Ouais, bien sûr.
Et pour le style, du coup. Après, toi, je sais pas, c'est un peu différent, peut-être. Non, mais t'as forcément des références même en VFX dans le style, tu vois. Mais du coup, comment tu te détaches de ça quand t'en ingurgites autant quand tu fais une école? Je... Pareil, je crois pas que le fait d'avoir des références et des influences soit un problème en soi. On a tous un artiste, plusieurs artistes qui nous ont inspirés, des modèles, etc., ce genre de choses-là. Mais en fait, plus tu fais, et pareil, plus tu es honnête avec ce que tu es et ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de faire, plus naturellement tu vas te détacher de toutes ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Ils sont pas toi, ils viennent pas de la même culture, du même environnement, du même background. Ils n'ont pas vu ce que tu as vu, ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Donc toi, quand tu crées, même si au départ tu essayes de les copier, il y aura des choses qui vont arriver de manière instinctive et naturelle, qui vont surgir en fait dans ton travail et qui vont naturellement t'éloigner de tes influences de départ. Donc c'est bien d'en avoir, mais je pense pas que ce soit tant que ça un problème. Au contraire, c'est une bonne base, faut commencer quelque part. Mais du coup, est-ce que dans les effets spéciaux, à l'instar que dans la réalisation, dans les scénarios, il y a des références qu'on a ou qu'on peut se faire et du coup des mecs qui sont connus pour ce travail d'effets spéciaux là et qui ont un style particulier. Il y en a ou pas des inspirations ou des références? Il y en a, parce que déjà je suis VFX artiste, mais je suis aussi motion designer. Et donc, C'est quoi le motion design, si tu peux le expliquer? motion design, c'est par exemple quand tu regardes une pub avec une canette de Coca-Cola qui s'anime et qui tourne avec du liquide qui tombe dessus et des textes qui s'affichent. Ok, C'est vraiment des éléments graphiques qui s'animent devant ton écran, ok. en 2D ou en 3D. Et dans ce domaine-là, mais t'as des artistes, t'en as plein. T'en as autant que dans le monde de la photo ou du cinéma ou autre. T'as plein Tu peux en d'artistes citer qui qui sont... sont des références pour toi? Actuellement, je suis des mecs qui s'appellent Corridor Digital. Et il y a notamment un mec là-bas qui s'appelle Nick. J'ai oublié son nom de famille parce que maintenant je regarde tellement de vidéos, etc. Ouais. et tout. Mais Qu'est-ce qu'il a fait de reconnaissable? qu'est-ce qu'il a qu'ils fait ont fait, pardon? de reconnaissable? Bah, c'est pas forcément mainstream parce que c'est du VFX. Ils ont fait beaucoup de courts-métrages sur internet. Ils ont fait notamment une vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est une vidéo en fait où tu regardes un mec, mais c'est comme dans GTA. Ok. C'est une vidéo en fait où tu vois un mec qui marche dans la rue, mais c'est filmé exactement comme dans GTA. Et en fait, t'as les mêmes animations que dans GTA, mais c'est filmé en réel en fait. Et leur vidéo, elle est incroyable. Ils font que des vidéos comme ça. Ils tournent en vrai, et ils rajoutent plein d'effets spéciaux, etc. Et ce qu'ils font, c'est incroyable quoi. Ok. Et toi, Rod, t'as des références? Des références. Des inspirations cinématographiques de réalisateurs ou de scénaristes qui t'inspirent toi, du coup? Alors, bah, je vais dire le traditionnel Christopher Nolan. Ouais. C'est une redite. En fait, le truc, c'est que majoritairement dans sa, comment dire, dans sa, non pas à la fois ses films, mais surtout dans la structure de sa carrière. Tu vois, il a chacun des projets, je trouve, est hyper calculé et il y a une maîtrise sur, enfin, il sait où est-ce qu'il va à chacun de ses projets. Où tu peux prendre, je trouve, la majorité des réalisateurs, par exemple, t'as l'impression qu'ils tâtonnent un peu, tu sais, ils prennent les projets comme ils viennent. Lui, il sait exactement où est-ce qu'il va. Sinon, après, t'as des réalisateurs comme, je dirais, Michael Mann, dont j'aime beaucoup le style. Tu as Tarantino, dont j'aime beaucoup le style. Tu as Terrence Malick, dont j'aime beaucoup le style. Tu as Scorsese. Tu as Bong Joon-ho, Park Chan-wook. Tous ces gens-là qui sont... Bong Joon-ho, Park Chan-wook, qui font partie de la nouvelle génération coréenne. Même si elle a 15 ans quand même, leur génération. Euh, je sais pas, j'ai autant de références qu'il y a de films, quoi. Ok. Donc je peux t'en dire. Et du coup, la question classique, mais est-ce que parfois on fait face au manque de créativité? C'est une question classique que je pose très classiquement parce qu'en vrai, elle est à poser à tous les artistes ou à tous les gens qui sont créatifs. Est-ce que parfois on n'a pas d'histoire à raconter? Est-ce que parfois on n'a pas d'idée de réalisation? Est-ce que parfois on n'a pas d'idée d'effets spéciaux? On nous propose une idée, on voit pas ce qu'on pourrait y faire, on voit pas ce qu'on pourrait mettre en motion design comme élément graphique. Est-ce que ça arrive parfois? Euh, Alors, moi, je vais être bien plus... Comment dire? Parce que j'ai vu plusieurs fois cette question dans tes interviews. Ouais. Et ouais, donc toi, très souvent, tu parles de, je sais pas, peut-être l'angoisse de la page blanche ou des choses comme ça. Ça peut être tout et rien, mais Alors, en le fait, fait qu'il y a un manque quelque part, parfois. Alors, il y aurait eu quelques semaines ou quelques mois, je t'aurais dit que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai toujours des idées pour un truc. Là, en ce moment, c'est pas que j'ai moins d'idées, c'est surtout de la fatigue. C'est-à-dire que, genre, en gros, j'ai comme un blocage mental. C'est-à-dire que je sais que l'idée est de ce côté-là, mais je suis trop crevé pour aller la chercher, quoi. Mais sinon, honnêtement, enfin, je n'ai jamais eu ce problème de
j'ai pas d'idée parce que, comme je disais, je ne mets pas d'importance à l'idée en fait. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, les gens n'ont rien à dire quand ils ont l'impression que ce qu'ils ont à dire doit être important. Moi, si j'y mets aucune importance, je dis par exemple, je sais pas, sur un scénario, les gens disent, certaines personnes ont dit j'ai l'angoisse de la page blanche, je sais pas comment commencer mon scénario. Je dis ok, est-ce que par exemple t'as pas d'idée pour le début de ton scénario, mais t'as quand même un bout d'idée peut-être pour la fin, pour le milieu, tu vois. Donc à partir du moment où t'as écrit, je sais pas moi, ce bout de phrase du milieu, genre il marche dans la cuisine et tu sais pas à quelle séquence c'est, mais tu peux à partir du moment où t'as écrit ce bout d'idée là, t'es plus dans la page blanche. Tu vois, pour moi, tu sais, j'arrive à, entre guillemets, triquer, mentir à mon cerveau comme ça. Bah, ça y est, la page est plus blanche. Tout ce que j'ai à faire, c'est à remplir au-dessus, remplir en dessous. Tu vois. Et je remplirai pas au-dessus, remplir en dessous là maintenant, parce que je sais comment fonctionne mon cerveau. Mais je sais qu'à un moment, en me baladant, j'aurai, une réponse. Et je pourrais aussi après te donner te dire comment fonctionne mon inspiration. Mais c'est un autre détail plus complexe. Ok. Et toi? Moi, j'ai ce problème-là, je pense pratiquement tout le temps. À chaque fois que je démarre un projet, il y a une espèce d'angoisse. Euh, c'est comme si je ne savais pas par où commencer. C'est comme si j'avais à la fois énormément d'idées et aucune, parce qu'en fait, j'ai l'impression que mes idées ne fonctionneront pas ou ne s'appliqueront pas, que ce soit techniquement ou artistiquement. Donc moi, j'ai vraiment quasiment tout le temps, et je pense même que je pourrais le dire tout le temps, j'ai tout le temps ce doute-là quand je commence un projet. J'ai tout le temps, dès qu'on m'appelle, ouais, Rod, tu pourrais faire ça. Il y a une partie de moi qui se dit non, c'est pas possible, je sais pas le faire ça. Ça, j'en suis incapable, ou ça, c'est pas possible, ou ça, je sais pas du tout par où commencer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment Absolument tu tout le débloques temps. ça alors? Comment je le débloque, c'est que quand je bloque, je le vois pas comme un problème. Parce que ça m'arrive tellement tout le temps que maintenant, je me dis toujours, ça va bloquer au début, et puis tu vas mettre de la musique, et puis tu vas ouvrir ton logiciel, et puis tu vas te poser des questions, et puis tu vas réfléchir, et puis tu vas réfléchir encore, et à un moment donné, très naturellement, les idées qui te semblaient pas applicables, tu vas réussir à les rendre fonctionnelles, et les idées qui étaient absentes, eh ben, vont commencer à apparaître naturellement. Par exemple, Stan, quand on faisait son court-métrage Pompéi, il m'a envoyé les rushs parce que j'ai raté la moitié du tournage, je pouvais pas être là, et il m'a envoyé la moitié des rushs et avec son scénario. Et en fait, quand les rushs sont arrivés, je savais absolument pas quoi faire avec. D'une parce que j'étais pas là, donc il fallait que je regarde tout, et même après avoir tout regardé, je regardais les plans et je me disais je sais pas du tout quoi faire avec. Et du coup, j'ai commencé à les poser au pif, et à force juste de cliquer, de simple fait de faire, très naturellement, c'est comme si ça te met dans le rythme, et c'est comme si tu démarres tu démarres la machine, parce que de toutes les manières, tu dois la démarrer. C'est pas comme si j'avais le choix de dire oui ou non. Pour moi, c'est pas un choix d'être un créatif ou pas. Tu l'es en fait. Et dès le moment où tu dis je vais le faire, et que tu commences à le faire, t'y vas. Et très naturellement, en fait, tu te rends compte que c'est comme si au début, il y avait une impossibilité de démarrer. Tu as l'incapacité de te lancer. Et une fois que tu t'es du coup lancé, les idées elles viennent à une vitesse tellement folle que tu sais même plus à comment les traiter toutes, tellement elles viennent vite et tellement elles viennent en même temps, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est juste, je sais que je vais angoisser, j'angoisse, et je le fais quand même. C'est devenu un peu un ami inconfortable, mais un ami quand même, l'angoisse. Tu sais qu'il est là, il faut faire avec, et tu sais qu'au bout d'un moment, de toute façon, il va te quitter. Ouais, j'ai même pas d'avis sur cet ami inconfortable, c'est que il est ni bien ni pas bien, je sais juste qu'il est là. Ouais. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui va être arrivé, je vais angoisser, je saurais pas du tout quoi faire, je vais me dire que je suis nul, que je suis un incapable, et à un moment donné, je vais lancer le logiciel, et je vais réfléchir, je vais mettre du son, et je vais commencer à cliquer dans tous les sens, et à un moment donné, boum, ça commence à descendre, quoi. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il m'a proposé un autre montage. Tu vois, genre, il m'a dit, ouais, genre, je lui ai envoyé les rushs et mon scénario. Et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je sais plus, il m'a dit, ouais, mais de toute façon, au bout de 3 semaines, ouais, au bout de 3 semaines, 3 semaines, c'est court. Au bout de 3 semaines, il m'a dit, ouais, de toute façon, j'ai vu ton scénario, c'est cool, hein, mais je te propose un autre film. Tu vois, donc, la preuve qu'il m'avait. Et d'ailleurs, moi, j'avais mon montage en tête. Et c'est là, par exemple, là où ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que moi, j'avais mon montage en tête. Le fait qu'il me propose autre chose, c'était pas mon montage, mais ça a donné plein d'autres idées à mon montage, tu vois. Okay. Ok, on peut faire ci, on peut faire ça. Et aussi pour répondre à ta question, parce que j'y ai vraiment, vraiment réfléchi, moi dans mon système de fonctionnement, j'ai 3 types d'écriture. C'est-à-dire que j'ai une écriture qui est constante.
on va parler, je vais marcher. Il y a une partie de ma tête qui, elle, fait du scénario quelque part, comme, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, la mémoire lente, tu vois, Ok. de ton ordinateur, qui, elle, constamment écrit du scénario. C'est-à-dire que je lui balance des idées, elle les met en place, tu vois. Ensuite, tu as ce dont Rodgen parlait, c'est-à-dire que tu vas mettre en face du logiciel. Le fait juste de taper du texte, ça va amener d'autres idées qui vont, elles, à la fois se nourrir des idées qu'il y avait derrière et qui vont en apporter d'autres juste parce que voilà, ce rush à côté de ce rush là va donner une autre idée ou ces mots à côté de ces mots là vont donner une idée à ce moment là, tu vois. Et le troisième, qui est plus rare mais qui est, je vais pas dire bien plus intense, c'est des idées que tu as à partir du moment où tu mets des contraintes. C'est-à-dire que quand tu es en plein tournage, tu n'as pas le temps de réfléchir, mais tu n'as que des problèmes. Et là, tu as une imagination qui est là, qui dit ah bah la réponse c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et c'est ça qui est kiffant parce que par rapport à ce dont on disait tout à l'heure, c'est par rapport à la bande dessinée ou l'illustration, c'est que le tournage, c'est presque comme si tu étais, je sais pas moi, sur un champ de bataille, mais tu dois quand même construire ton truc, que tu le veuilles ou non. Donc tu as des idées encore mieux que ce que tu aurais eu si tu étais resté assis, tu vois. Donc voilà. Donc, Du coup, c'est ça que tu veux dire que c'est comme ça que fonctionne ta créativité. moi, ma créativité fonctionne sur ces trois, tu vois, sur ces trucs-là, tu vois. Après, il y a d'autres thèmes, par exemple, comme je te disais, je fonctionne beaucoup à l'image, ce qui fait que je vais inconsciemment imaginer une scène, tu vois, dans la mémoire lente, tu vois, et je vais construire à partir de là. C'est, je sais pas moi, s'il y a un type qui marche, je vais dire, ok, visuellement, j'imagine qu'il marche au ralenti, mais d'où vient ce type, tu vois, où est-ce qu'il va? Ouais. Et à partir de là, tu vois, je construis toute son histoire. Donc j'ai juste l'image du type qui marche, tu vois. Mais à partir de là, il y a toute l'histoire qui est construite d'elle-même. Donc c'est pour ça que je te dis que même si pour un projet, à un temps donné, comme dit Rodgen, à un moment donné, j'aurais la page blanche, j'aurais pas d'idée. Pour un autre scénario, j'aurais une autre idée qui va me ramener d'autres idées, tu vois, au scénario auquel j'ai des problèmes. Tu vois. Mais c'est intéressant, c'est que peut-être je l'ai déjà dit ici, mais je sais plus. Enfin, mais en tout cas, en ce moment, je dis souvent que être créatif et encore plus artiste, c'est travailler tout le temps et jamais travailler en même temps. Ouais. Tu vois, dans ce sens-là de que ton cerveau il marche toujours, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai l'impression de travailler beaucoup et presque tout le temps. Il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas travailler du tout. Mais en vrai, tu travailles toujours un peu parce que ce que tu emmagasines, C'est ça. l'air de rien, un jour ça va ressortir et tu vas dire Exactement. ah, tu vois. Moi, je le vois quand j'ai fait des séries de textes sur les banalités de la vie, j'appelle ça, tu vois. Des trucs très simples, genre j'écris sur l'alcool, sur la mort, sur les voyages en avion, sur les repas et tout, tu vois. En vrai, toutes les fois où j'ai mangé, sans me rendre compte, c'était du travail pour le jour où j'ai pondu ce texte. Tu vois. Toutes les fois où j'ai pris l'avion, sans me rendre compte, c'est du travail pour le jour où j'ai écrit ce texte sur l'avion. Tu vois. Et en même temps, le jour où j'ai écrit ce texte, c'est du travail effectif, où j'ai passé 2 heures de ma vie à écrire et à faire que ça, tu vois. Du coup, tu travailles jamais, tu travailles tout le temps. Je crois que c'est comme ça que Mais je le vois. j'ai l'impression que être artiste, enfin, l'une des choses, c'est de mettre la lumière sur des choses qu'on prend pour acquis, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, moi certains rappeurs, quand je les écoute, ils vont, tu vois, certains rappeurs, ils vont te parler de leur vécu. On a peut-être tous vécu pas tous, mais certains ont vécu en banlieue, certains ont vécu je sais pas, avec le même manque ou les choses comme ça. Mais eux, de la manière dont ils vont le dire, tu vas dire, putain, j'ai vécu ça, mais c'était pas comme ça, tu vois. Et ce qui fait qu'ils te donnent une autre vision du monde. Donc c'est ça d'être artiste, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est de te dire, écoute, ce mur blanc là, toi tu le vois, tu vois. Il y en a, tu vois, moi je vais voir un mur blanc, un rappeur ou tu vois, un réalisateur va dire ça, c'est un matelas de cocaïne, tu vois, tu dis, ah, maintenant que je le vois comme ça, je peux plus le voir autrement. Tu Ouais. vois. Et c'est là-dessus où tu dis, ouais, on travaille tout le temps tu vois, Vraiment sans travailler. jamais travailler. Ouais. Tu vois. Donc, Parce que ça marche, le cerveau créatif marche tout le temps en vrai. c'est ça, tu vois. Et c'est comme si tu avais des. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, tu vois. C'est comme si j'avais des lunettes de créativité que je porte tout le temps. Tu vois. Et du coup, comme tu as dit, je vois un mur blanc. Et ben moi, sur ce mur blanc, je vois 1000 trucs en vrai de vrai. Sans faire exprès. C'est marrant parce que j'ai l'impression, ça c'est mon expérience perso, que l'inspiration, elle est un peu tricky. Elle est un peu taquine, l'inspiration. J'ai l'impression qu'elle arrive toujours au moment où il faut pas qu'elle arrive. C'est ça. Et par exemple, moi j'ai souvent la sensation que mes meilleures idées, ou en tout cas celles que je perçois tout de suite comme des idées vraiment intéressantes, elles arrivent au moment où je peux pas les noter. Et donc je suis obligé de me les répéter 1 milliard de fois dans ma tête pour pas les oublier. Et
parfois je vais les oublier et Ouais. elles vont me revenir à un moment totalement inattendu. Ouais, je vois Et très bien. il y a toujours une espèce de jeu entre cette espèce de source qui vient de je ne sais où et ta capacité, toi, à en tirer profit. Mm. Et Mais je suis archi d'accord parce que moi, il y a plein d'idées que je laisse de côté en attendant le jour où elles vont venir me voir. Mm. Tu vois, c'est un peu ça. Mm. Et parfois, comme j'ai raconté dans un podcast il y a pas très longtemps, tu vois, mais je peux la raconter parce que c'est l'idée la plus marquante que j'avais avec ce truc-là, c'est que je voulais parler du couple. Un jour, j'avais une idée, je voulais parler du couple. Mais le couple, ça a déjà été vu, revu, fait, refait. Et du coup, je me disais, il faut que je trouve le bon point d'ancrage. Et cette idée-là, elle m'a poursuivi. Poursuivi, c'est un grand mot, mais en tout cas, elle m'a suivi. Elle était là, quelque part. Dans mes carnets, je notais couple. Enfin, tu vois, c'était là. Parfois, j'essayais de me mettre devant la page, mais il n'y a rien qui venait. C'était là. Ça a duré peut-être 6-7 mois comme ça. Et un jour, j'ai regardé un film où il y avait une histoire de couple. Et la manière dont j'ai traité ça, c'était pas comme dans le film, hein. Mais bim, ça m'est venu d'un coup, sec, comme ça m'est tombé dessus. Et le lendemain, j'ai pas écrit le soir, parce que j'ai regardé des films le soir. Ça m'a tellement poursuivi, tellement ça m'a marqué, que je savais que c'était ça mon point d'ancrage, que j'ai pu dormir avec cette idée, me réveiller avec la bonne idée, et d'un coup, j'ai pondu un texte. Du coup, je comprends ce truc, et moi, j'ai appris à mettre... Enfin, cet ami inconfortable-là, qui s'invite quand il a envie, la créativité, moi, j'ai appris à faire avec, et je lui laisse ma porte. Il rentre quand il veut. C'est comme ça que je le T'as perçois. pas le choix. Ouais, de toute façon, en vrai, t'as pas le choix. Que tu le veuilles ou pas, C'est il est là. c'est exactement ça. Parce que comme, tu veux qu'il vienne, il viendra pas. Tu veux pas qu'il vienne, il viendra et tu pourras faire, t'oublies de faire avec. Ouais, moi, comment dire, bah voilà, moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je dois avoir plein. En fait, j'ai plein d'idées. En fait, allez, comme toi, par exemple, j'ai plein d'idées dans des moments où c'est inconfortable, dans la douche, dans les tours, enfin, tu sais, où tu dis, je peux pas noter. Et assez. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a une règle dans la douche, t'as toujours tes meilleures idées. Et ensuite, la chose que je dis, c'est écoute, c'est simple, celles qui doivent rester resteront. Tu sais, c'est comme si, tu vois, genre, voilà, ça reste là, il y a un espèce de filtre, et celles qui doivent rester resteront dans ma tête. Sinon, je cours pas pour les noter, elles sont comme ça. Je trouve que c'est un bon système. Et le deuxième truc, c'est que je ne juge pas l'idée. C'est-à-dire que je pars du principe que 99% des idées, 99,9% des idées seront pourries. 99% de mes idées seront toujours pourries. Mais si t'as 10 idées, 99% en sont mauvaises, t'en auras genre peut-être une qui est bonne. Si t'as 1000 idées, bah tu dis écoute, je peux faire quelque chose avec ce petit pourcentage-là. Et moi c'est comme ça, je fais. Je pourrais balancer des concepts à Rodgen, et Rodgen qui est bien trop poli pour me dire écoute, non, ça s'est éclaté, mon gars. Et, tu vois, mais celles qui restent, j'ai l'impression que j'arrive maintenant à les garder et à faire quelque chose d'intéressant avec. Ok, et parmi toutes ces idées que vous avez eues, est-ce qu'il y en a une dont vous êtes la plus fière? Il n'y en a pas une dont je suis le plus fier. Cela dit, toutes celles dont je suis fier, j'en suis fier pour une raison très spécifique. J'en suis fier parce que j'ai senti que j'ai passé un cap quand j'ai eu ces idées-là. Ok. Je pense pas qu'il y en ait une que je puisse te dire là, c'était mon idée. Surtout qu'en plus, le concept de l'idée, pour moi, il est incomplet. L'idée, pour moi, c'est l'origine, c'est le point de départ. C'est ce que tu en as fait après, c'est l'exécution qui est intéressante à la fin. Qu'est-ce que tu présentes, qu'est-ce que tu produis qui est né de cette idée. Donc ça veut dire retenir une idée qui était révolutionnaire, je pourrais pas te dire. Par contre, j'ai eu certaines idées qui m'ont mené à faire certaines choses pour lesquelles je pourrais te dire, ouais, effectivement, là, je sais que j'ai passé un step. Quand j'ai eu cette idée-là, j'ai fait ça. Quand Quoi, par exemple, j'ai fait ça. si tu peux nommer un truc. On avait un projet vraiment en plus qui paie pas de mine, hein. C'était pour une entreprise avec quasiment que des femmes en plus, j'ai oublié comment s'appelait cette boîte. Et on devait faire une vidéo pour l'anniversaire de l'entreprise, c'était les 10 ans de la boîte. C'était, je crois que ça s'appelait Adeline ou un truc comme ça. Et pour les 10 ans de Albin Co s'appelait la boîte. Et on a fait une vidéo pour les 10 ans d'Albin Co. Donc on est parti sur le tournage, c'était une fête, donc on a filmé, etc. et tout machin. Et à la fin, du coup, bah, on a tourné à 3, mais à la fin, c'est moi qui devais faire le montage, parce que c'est moi le monteur de l'équipe. Je me suis retrouvé avec les rushs, j'ai passé plusieurs jours à travailler dessus, et j'ai fait la vidéo. Et en fait, l'émotion qui se dégage de cette vidéo, qui pourtant est juste une vidéo de célébration de 10 ans d'une boîte, elle était telle que je me suis dit, l'idée qui m'a permis de raconter cette histoire-là, parce qu'en fait, avec 100 heures de rush, tu peux faire 1 million de films différents.
l'idée qui m'a permis de driver le storytelling de ce film-là qui dure 5 minutes, elle était assez puissante pour que je produise un film qui soit assez émouvant pour que je me dise à la fin, ouais, en termes de storytelling, là, j'ai passé un cap. Là, je sais que maintenant, tu me filmes des gens qui boivent du champagne et qui célèbrent les 10 ans d'une boîte, j'arrive à te faire un film qui est émouvant. Ok. Pour moi, ça, c'est un moment où je me suis dit, ouais, l'idée que j'ai eue, T'arrives à c'était... extirper avec ton montage Voilà. l'émotion Et de l'idée, quoi que si ce tu, soit. si tu veux savoir c'était quoi l'idée au départ, c'était que plutôt que de partir sur juste filmer des interviews des gens qui parlent de la boîte, je suis parti du principe que la boîte Albin Co représente tout pour la présidente. Et donc j'ai mis beaucoup en avant les plans sur elle en train de danser avec une musique un peu émouvante. Et le moment où on voit ses enfants en vidéo, ce genre de choses-là, justement pour orienter ça sur pas juste un truc d'entreprise, mais un truc familial. C'était ça Ok. l'idée au départ. Et du coup, Ok. j'ai fait le montage basé sur cette idée-là. Et je me suis dit, ok, maintenant je sais raconter une histoire, tu me donnes n'importe quel plan, je peux trouver un ordre Pour raconter une belle pour histoire. produire une belle histoire à la fin. Ok, top. Et toi, Stan? J'ai oublié la question. Est-ce que t'as une œuvre que t'as faite dont t'es la plus fière? Alors, je suis pas encore à ce point-là d'avoir des œuvres duquel je suis plus fier. La chose dont je suis fier, cela dit, c'est à enfin, je dirais pas d'être la même personne, mais pendant justement le tournage de Pompéi, il y avait un de mes amis qui est acteur, que je connais depuis le collège, quelque chose comme ça. Je le connais depuis la cinquième ou quatrième. Et lui, en fait, on se connaît, on se voit de temps en temps. Et maintenant, je lui ai dit, bah, vu qu'il a pris des cours de théâtre et qu'il a fait des cours Florent, etc., je lui ai dit, bah, je vais te prendre comme acteur justement pour jouer dans mon film. Et un moment, on était pendant ce tournage-là. Et le soir même, c'était un peu plus calme. Il y a eu la première journée et tout. Et il disait à tout le monde, Stanislas, je le connais depuis qu'on a 14-15 ans. Et à 14-15 ans, il avait déjà ces idées-là, il avait déjà ces envies-là, il avait déjà... Et la chose dont je suis le plus fier, entre guillemets, ou je suis fier, c'est justement d'avoir je dirais pas cette idiotie, mais cette espèce d'inconscience de continuer, tu vois. Continuer à faire ça. Alors que quand tu fais la liste des positifs et des négatifs, tu vois, comment dire, tangiblement, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais le positif, il est 1000 fois mieux, quoi, tu vois. Et c'est justement la chose dont je suis le plus fier, c'est tu vois, d'être continué à aller dans cette inconscience, dans cette idiotie, de dire, ouais, non, je suis réalisateur de films, tu vois, genre je fais des films, bah écoute, ouais, je raconte des histoires de mecs dans l'espace, tu vois. Et surtout dans le monde dans lequel on est, où il te faut des trucs tangibles, il faut que, tu vois, la réalité, elle te frappe tous les jours de plein en plein, tu vois, de plus en plus fort. Je trouve que le truc dont moi je suis fier, au moins en tant qu'artiste, faudrait être fier, c'est de se dire, écoute, genre, on a, au-delà de, tu vois, de la technologie, de la nourriture, de la santé, je réalise d'année en année qu'on est une force importante dans le développement humain, quoi. Tu vois, que tu racontes des histoires, que tu en écrives, tu peux appeler ça, je sais pas moi, tu peux appeler ça Game of Thrones, tu peux appeler ça Casa des Papel, tu peux appeler ça la Bible, tu peux appeler ça, tu peux appeler ça une église, tu peux appeler ça. On permet aux gens ou à n'importe qui presque de se transcender, qu'on le veuille ou non, tu vois. Et juste en racontant des bouts de nous qui nous ont blessés, qui nous ont touchés, tu vois. Et c'est ça dont je suis plus fier, c'est de dire, écoute, c'est simple, je balance ma vérité ou ma vision de la vérité à des gens. Certains vont aimer, d'autres vont pas aimer, la majorité en ont rien à foutre, mais tu auras peut-être une personne qui va dire, waouh, ça m'a fait quelque chose. Et je pense que je suis fier tu vois, d'être allé au bout de tous ces problèmes et voilà, quoi. Mais dit, vas-y, c'est parti, on continue, quoi. Trop bien. Ben, merci, on va conclure. Pour conclure, toujours 3 petites questions. La première, c'est un objet créatif favori pour vous. Je te laisse répondre, je n'ai pas d'idée là tout de suite en tête. Un objet créatif favori, Ouais. ça veut dire n'importe quoi, un outil N'importe de travail, quoi. Un outil de travail, un objet fait par quelqu'un ou un objet matériel. Un livre, un film, une musique. Mais un objet créatif favori pour vous. La première idée qui m'est venue en tête, du coup, c'est ce que je vais te dire, parce que j'ai pas envie de réfléchir longtemps pour rien, c'est que mon ordinateur, pour moi,
c'est mon objet créatif favori parce que je fais tout avec. Ok. Je le trimballe partout où je vais. Et surtout parce que ma capacité à communiquer avec lui m'a permis d'une à m'exprimer en tant qu'artiste, parce que c'est avec ça que je fais toutes mes créations, mais aussi à survivre en tant que personne. C'est que je suis quelqu'un de très solitaire à la base. Et quand je suis devant mon écran, j'ai l'impression que j'ai accès à l'univers tout entier. Et c'est ça qui me permet en fait d'avoir cette confiance, de me dire ok, je suis très bien dans ma solitude, parce qu'en réalité, dans ma solitude, je peux explorer l'univers tout entier, tu vois. Donc pour moi, l'ordi, ça peut Ok. sembler étrange, mais mon ordi, ouais, c'est... T'inquiète, on a moi des tablettes, des téléphones. Voilà. Il y a pas de problème. Alors moi, c'est deux objets. Si j'étais ingrat, enfin si j'étais pas ingrat et que j'étais une personne qui était reconnaissant, je dirais le crayon. Parce que voilà, le crayon, c'est le truc qui m'a le plus aidé, qui m'aide même maintenant. Si j'étais honnête, je dirais la Red Epic. Qui est une caméra. La caméra Red Epic, elle représentait tellement de trucs pour nous. Pour nous, ça voulait dire cinéma. À partir du moment où cette caméra elle a existé, on a couru derrière pour la voir. On s'est créé des problèmes pour la voir. On a souffert pour la voir. Mais quand on l'a eu, on disait mais tout ça, ça valait le coup. Et voilà, c'est tellement en fait, c'est l'objet qui déjà il y a un côté voilà mystique dedans et c'est le truc qui dit voilà t'es enfin avec les adultes, tu vois, t'es parmi eux, tu vois, tu peux faire des belles choses avec ta caméra DV, mais dès que t'arrives je sais pas avec l'épique, t'es là, voilà, tu vois, rien que dans le nom, tu vois, il y a un truc qui dit même si tu filmes une conversation justement nouvelle vague, ça devient Star Wars. Tu vois, donc ouais, je pense que voilà, l'objet, je dirais, ça doit être ça. Et après, t'as d'autres trucs. Ok. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour vous. Ah, une œuvre inspirante pour moi. J'en ai plusieurs. Je vais essayer de faire le mec original. Et je vais t'en dire une. Mais je pense que je dirais La vie de Kanye West. Il en avait parlé, en fait, il y a quelques années, il avait dit ça, genre en parlant de sa femme, enfin de son future ex-femme, en disant que c'était, comment dire, quand la seule raison de sa femme d'exister, c'était une performance artistique. Et je trouvais le concept bien stylé. Et je me suis dit, si j'imagine toute la vie de Kanye West comme une performance artistique, et que tu vois ça comme une espèce de timeline de montage, tu vois, hein, en gros, toute ta vie, c'est pas juste des moments, mais c'est genre une longue ligne presque colorée, et ben, t'as l'impression que c'est un film passionnant, sa vie, en fait. Il se passe tellement de trucs improbables, tu vois, le mec veut devenir président, et puis en même temps, le mec, il se passe tellement de trucs que si du jour au lendemain on me disait il y a une série sur Kanye West qui existe, je dirais mais à quel moment tu veux le prendre parce que ça devient riche tout le temps en fait. Donc voilà, donc je trouve que voilà, et c'est riche et absurde, ça a pas de sens son histoire. Enfin tu sais, le mec veut faire une église mais en même temps veut être président en même temps, c'est juste le type qui me dit ne mets pas de limite. Donc voilà, je pense que c'est mon objet artistique C'était quoi la question déjà? Quel est ton objet artistique préféré? Une œuvre créative inspirante. Inspirante, voilà. Du coup, je te dirais actuellement, parce que franchement, dans ma vie, il y en a eu plein, mais actuellement, ce serait un manga qui s'appelle L'Attaque des Titans. Et en fait, c'est marrant parce que je trouve que c'est une histoire qui est inspirante, au-delà même de l'histoire elle-même. C'est inspirant pour moi parce que c'est un type qui est au Japon qui écrit ça. C'est un type qui est au Japon. Et pourtant, quand je regarde son œuvre, j'ai l'impression de voir une partie de mon histoire dedans. En tant que franco-africain, en tout cas français afro-descendant. Alors que pourtant, c'est une histoire qui se passe en Allemagne au Moyen-Âge, écrite par un Japonais il y a 10 ans. Tu vois, et je trouve que c'est fort de réussir à avoir un impact et de toucher des gens à l'autre bout du monde en racontant une histoire qui t'est personnelle à toi, de réussir à parler à des gens qui sont pas de la même culture, pas de la même ethnicité, qui parlent pas la même langue, qui sont pas forcément habitués au même format. Et donc voilà, ouais, pour moi c'est ça, c'est l'Attaque des Titans pour toutes ces raisons-là. Ok. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui se met à créer. Créer. Pour moi, c'est le seul conseil qui me vient à l'esprit, pour une raison toute simple, c'est que tout le temps que tu perds à te poser la question,
c'est du temps pendant lequel tu aurais pu créer. Et plus tu vas créer, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, la question, elle mérite même pas d'être posée. Si tu es un créatif, tu te réveilles le matin et tu es un créatif. Donc, le seul conseil, c'est si tu es un créatif, crée. Crée, t'arrêtes jamais, lâche pas l'affaire, quoi. C'est ça. Moi, c'est le conseil que je dis à tous ceux qui veulent faire, réalisateur ou autre. Écoute, si t'es doué à autre chose, si t'es bon, si t'as envie de faire autre chose et que pour toi de faire un film, de faire un scénario ou d'écrire un bouquin, enfin même de faire un film, faire un scénario ou de faire de la bande ciné, c'est un hobby, ne le fais pas. Si vraiment tu te réveilles et la seule chose que tu as envie de faire c'est ça et s'il y a aucune raison logique à vouloir le faire mais que tu veux toujours le faire, fais-le. C'est à ce moment-là. Si tu peux faire autre chose, fais-le. S'il n'y a aucune raison logique à ne vouloir le faire, parce qu'il n'y a jamais de raison logique, mais que tu veux quand même le faire, ben fais-le et voilà, accroche-toi. De toute façon, tu vas te vautrer plein de fois, mais ça veut dire que tu fais partie de la bande. Ok, top. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. On va mettre le lien vers vos Instagram pour qu'on voit votre travail, pour qu'on voit le projet Méduse et tous les autres projets qui arrivent, et pour qu'on voit le travail de Rod. Merci beaucoup. Likez, abonnez-vous, partagez, et on va suivre votre travail. Et à la prochaine. Merci, À la prochaine, merci Dixon. Dixon. Yes.